Je suis submergé d'images d'actualité, toutes plus catastrophiques les unes que les autres. J'ai le sentiment que nos consciences sont saturées, elles sont devenues insensibles à ces récits et à ces visions. On nous parle de chiffres, de courbes graphiques, on nous montre des visages sans nom, des figures sans nationalité. On nous parle d'un des plus grands mouvements d'exode depuis la Seconde Guerre mondiale. Le monde est en mouvement et je n'ai aucune idée de la direction qu'il prend. Ce mouvement de migration est l'odyssée de notre temps. Qui sont-ils ? Érythréens, Soudanais, Afghans, Syriens, Irakiens. Quel est leur voyage ? Que savons-nous de leurs histoires intimes et jusqu'à quand allons-nous ignorer notre propre destin collectif ? Face à cette déferlante médiatique, quasi pornographique, d'un phénomène de transhumance mondiale universel et inquiétant, il me fallait me rendre compte par moi-même et tenter de le documenter. Je me suis donc rapproché de l'ONG Médecins du Monde et avec leur soutien, j'ai organisé à partir de 2016 plusieurs déplacements en France, dans la jungle de Calais et à Grande-Synthe, dans les camps de réfugiés de Kala Tepe et à Moria, dans l'île de Lesbos en Grèce. Ma vie d'artiste peintre alors se mesure au monde de l'humanitaire. J'ai vu sur place le travail des ONG débordé en permanence par des situations inextricables. J'ai partagé le quotidien de tous et j'ai voulu agir dans ce mouvement global de solidarité active avec mes moyens d'artiste. Dans ces lieux d'exclus, j'ai animé les ateliers de création, écouté, enregistré. La puissance de vie est telle qu'elle en devient palpable et j'ai éprouvé la nécessité de photographier, filmer, réaliser les interviews de migrants, de bénévoles, de responsables d'action humanitaire pour constituer une mémoire, une matière vivante de mes futurs tableaux. J'ai appris et tenté de comprendre. De retour dans mon atelier, entre chaque déplacement, je suis hanté par ces rencontres, par tous ces récits de vie, de guerre et d'espoir, de routes parcourues, par la violence quotidienne, par la crasse, la boue et la pluie du nord ou le soleil du sud sur les tôles des baraquements grecs, par tous ces morts de Méditerranée, par tous ces enfants au visage d'adultes. Je suis hanté et l'urgence de peindre se mêle à un devoir de témoignage. Alors, progressivement, je tisse un pacte silencieux que l'on passe avec les autres et soi-même dans ce genre de situation. Celui de restituer au plus près, au plus sensible, celui de peindre cette odyssée. Vous savez, en 2016, la jungle de Calais, c'est l'un des plus grands bidonvilles d'Europe. Je découvre ces lieux situés proches du centre-ville, mais dans une zone industrielle. Je circule en découvrant aussi le langage du terrain. C'est un monde à part, multiethnique. Je suis guidé par la voix, un son, une chanson. Dans ce genre de lieu, les rencontres sont fortuites. Je fais la connaissance de Ammar. Ammar est irakien de la ville de Mossoul. Il chante. Il a d'ailleurs été une des figures de la chanson de variété. En 2014, quand Daesh envahit le pays et la ville de Mossoul, il est arrêté. Il est arrêté, torturé. Ammar est emprisonné, puis il arrive à s'enfuir. Et en exode, plus tard, il recevra la photo de sa fiancée décapitée. Nous promettons de nous revoir. Ammar continue à chanter, je l'enregistre. Une chanson qu'il a traduite en français. Mon travail a déjà commencé.
Le terrain, c'est une source importante d'inspiration. J'ai besoin d'être au plus près de mon sujet. En fait, ça m'a amené à développer une forme de nomadisme artistique. Remettre en question mes réflexes, mes certitudes, sentir de près ce qui se passe, c'est la matière première avec laquelle je travaille. J'ai besoin d'être sur le terrain pour réinventer ma peinture. Pour concevoir les diptyques, en fait, j'ai pris conscience très rapidement que ce phénomène de migration est un phénomène universel. Et par analogie, en créant des passerelles, une image en appelle une autre. Et donc je convoque, d'une part, l'actualité, mes images de terrain, celles que j'ai fabriquées, et des images qui viennent de notre histoire collective, à travers l'histoire de l'art, la mythologie, notre inconscient collectif. Ce dialogue, il s'inscrit dans une relation à la couleur. C'est un langage qui se fabrique autour d'un choix polychrome pour les parties, en particulier d'images d'actualité ou de terrain, et pour celles qui convoquent la mythologie, l'histoire de l'art, notre inconscient collectif, elles sont traitées en bichromie. En fait, c'est une forme de pensée migrante, transculturelle. Quand j'ai peint ce portrait, j'ai utilisé un ton orangé, un ton d'oxyde, un peu comme du métal oxydé. L'usure du temps était présente dans son expérience de vie. Et donc, j'ai choisi cette couleur pour travailler la partie de gauche du diptyque, inspirée d'une gravure de Gustave Doré et du Déluge. L'ensemble du tableau est traité avec cette couleur dominante du portrait de Hamar. En contrebas de la mairie de Calais, j'assiste à une arrestation menée par 2 CRS. La scène est particulièrement violente. Je suis stupéfait, en fait. Les hommes font leur métier, l'homme est arraché du sol. Et cette violence et démesure m'a tout de suite évoqué un tableau de Caravage, celui de la mise au tombeau du Christ, qu'il a peint au XVe siècle. Mais je ne suis pas vraiment seul dans cette situation. Un autre témoin m'accompagne. Il s'agit d'un des personnages majeurs de la sculpture de Rodin, des bourgeois de Calais, Andrieux d'André. À chaque fois que je commence une peinture, je suis obsédé, poursuivi par ces images. Je cherche dans la composition ce qui rappelle le moment, je dessine, je regarde les photographies que j'ai faites. Je commence à composer, faire des choix de couleurs. Je mets en place une forme de pensée. Je cherche à retrouver l'intention, l'émotion du moment. Je m'interroge. J'ai fait un choix graphique dans la partie droite du diptyque où j'ai cherché à schématiser, rendre quelque peu robotique les 2 CRS pour les déshumaniser et pour donner en contrepoint davantage d'expressivité au personnage qui est entravé. On pense au linceul de sa chemise, il est dans une attitude de souffrance extrêmement violente et la combinaison des deux crée une atmosphère particulière. J'ai associé 2 visions finalement. L'une qui serait une scène de rue, un cadrage assez large qui tient compte de l'espace, et en contrepoint, sur le visage de la sculpture de Rodin, un plan très serré, en contre-plongée, une lumière dramatique, nocturne, qui accentue la dramaturgie de la situation. J'ai choisi aussi pour ce portrait de peu peindre, finalement non finir les avant-bras, de manière à que le visiteur ou le regardeur du tableau puisse plonger son regard dans une diagonale afin d'accentuer davantage encore cette dramaturgie. 2 couleurs prédominent l'ensemble du tableau. Il y a un bleu céruléum et un bleu outremer. Et donc il y a toute cette variation autour de ces couleurs qui va du noir, un noir profond, un noir bleuté, mais aussi un blanc bleuté, un blanc léger.
s'associe à cette gamme de couleurs la matière de la peinture par elle-même, sa transparence, son épaisseur. Et en fait, tout ça, c'est guidé par le geste. Le geste de la peinture, c'est ce qui relie l'esprit à la main. C'est aussi toute une autre gamme de pensée et de sensibilité. L'Europe et la France ont la capacité d'accueillir dans de bonnes conditions un certain nombre de personnes en situation administrative précaire, de migrants ou de réfugiés, sans forcément que cela soit catastrophique pour la société, mais même si ça ne se fait pas sans difficulté. Voilà, il faut loger les gens, il faut les nourrir, il faut les soigner. Mais la France et l'Europe ont l'ingénierie, la capacité pour répondre à ces défis logistiques et humains. Ce qui s'est passé et qui nous a permis d'évoquer la notion de crise de l'accueil, c'est que on l'a vu et on le voit encore, comment les autorités finalement françaises, et peu importe qu'on soit de droite, de gauche ou de l'en même temps, elles ont signifié qu'il fallait renvoyer un signe aux migrants comme quoi ils n'étaient pas forcément les bienvenus en France, et que dans ces conditions, tout était possible, y compris les mesures politiques les plus abjectes, pour dissuader les personnes de venir ou de rester en France. Ça s'est traduit par quoi? Par une institutionnalisation de la violence à Calais, Dunkerque, Grande-Synthe, Briançon, Col de l'Échelle, Menton. On détruit les abris, on détruit les aliments qui sont donnés par les associations. On exerce une forme d'intimidation physique, qui n'est pas que de l'intimidation, puisqu'il y a aussi du contact physique, pour dissuader les migrants de rester là où ils sont, une forme de chasse à l'homme, mais qui est institutionnalisée, acceptée par la violence légitime du pouvoir régalien. Les autres stratégies utilisées pour limiter le nombre d'arrivées par les autorités politiques, c'est la pression sur les aidants. C'est le fameux délit de solidarité. Vous êtes passible d'emprisonnement ou d'amende dès lors que vous allez aider des personnes. C'est aujourd'hui la criminalisation de l'aide à outrance dans les espaces maritimes en mer de Méditerranée, où l'Italie gêne les bateaux des ONG comme SOS Méditerranée, MSF et d'autres, en rendant leurs opérations difficiles, en limitant les rotations potentielles, en limitant le nombre d'interventions par rotation, en envoyant les bateaux vers des ports les plus loin pour décharger les personnes, augmentant le temps de navigation et donc diminuant les chances de pouvoir faire plus de manœuvres et de sauvetage. Voilà, on est dans cette logique-là aussi où les migrants sont un problème, mais tout ce qui gravite autour potentiellement, y compris la sphère associative, est un problème pour les autorités. Les migrants, ils nous parlent du monde, de son état. Ils nous parlent de ce qui se passe dans les pays instables où la guerre est importante. Ils nous parlent de la crise climatique qui avance et qui les pousse à fuir et qui arrivent chez nous. Donc ils sont les témoins, les sentinelles de choses qu'on ne veut pas voir aujourd'hui. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut avoir en tête, je pense, cette idée qu'un État qui est capable d'être violent au point de laisser mourir des gens en mer Méditerranée, au point d'institutionnaliser la violence et de les harceler dans la rue, y compris dans les rues de Paris, un État qui est capable d'être violent avec les personnes en situation administrative précaire, c'est un État qui sera capable d'être violent avec ses propres précaires et qui ne fera pas de la lutte contre les inégalités pour tous un combat. Le Pas-de-Calais est un pays ouvert sur le ciel. De voir toute cette misère humaine, ce marasme politico-humanitaire, il y avait un ciel au-dessus qui était magnifique à cause du vent et des lumières assez opales. Voilà le genre de souvenir que je garderai. Bizarrement, c'est dans les lieux les plus crades où on voit le plus de sourires et il y avait une humanité là-bas. Dès qu'on apportait un tout petit peu d'aide, le retour était incroyable. L'auberge des migrants avec Utopia 56, on a créé un réseau. J'ai assisté à sa création, j'ai participé à son développement, j'ai assisté à sa démolition.
Au moment du démantèlement de Calais, j'ai pas accès à la jungle. Il fallait une accréditation particulière que j'ai pas obtenue. Il fallait pourtant que je peigne ce tableau, que je m'appuie sur des informations que je récolte. J'appelle donc des amis journalistes, j'appelle des responsables d'ONG qui sont sur place, je récupère des photographies, je regarde les réseaux sociaux et en particulier, j'essaye de nourrir mon imaginaire pour lui donner davantage de vitalité, comme si j'y étais sur place. Dans ce tableau, il a fallu trouver les harmonies des flammes, le feu, l'incandescence, les tonalités de charbon, mais aussi de la lumière que dégagent les flammes et le feu, en fait. C'était compliqué, c'était une peinture vraiment de combat, quoi, de relation à cette matière pour retranscrire l'exactitude de ce que je ressentais. C'était un moment intense et j'avais envie que ce tableau soit suffocant. Dans les premiers plans de cette forme triangulaire, la matière est épaisse et dense. Et ça va dans des tons de bois carbonisé, parfois très lisses. On reconnaît un peu une planche, mais là, ça devient quelque chose de plus organique. Il y a ce dialogue, en fait, entre la structure de l'espace complet qui est très structuré, très géométrisé finalement, et puis une destruction qui devient organique, où la matière, par son enflammement, par sa combustion, se transforme progressivement en fait. Et se transforme dans la chromie, dans la matière, dans l'épaisseur du geste, dans l'épaisseur de la matière que je pose quand je peins, mais aussi dans sa transparence, dans ses fragilités. Peindre, finalement, c'est transformer le regard de l'autre. C'est transformer d'abord son premier regard à soi, dans l'expérience physique du geste de la peinture. C'est un temps particulier que l'on consacre à réinventer un geste, en fait. Un geste de transformation. Ce temps de transformation, il est obligatoirement associé au temps de la peinture à l'huile, qui est un temps particulier, c'est un temps de séchage, c'est un temps organique, c'est un temps de compréhension de ce qui est en train de se vivre ou de ce que l'artiste tente de vivre. Vivre le temps de la peinture, c'est aussi prendre conscience des accidents qui se produisent quand on peint, finalement. Et les accidents, il faut arriver à en faire un geste créatif. Un geste créatif et un accident créatif, c'est la capacité qu'on a à se renouveler, à rafraîchir son regard ou bien à développer sa curiosité. J'ai beaucoup joué avec toutes ces transparences, ces superpositions de couches, cette matière qui se réinvente au fur et à mesure des gestes de la peinture et des temps de séchage. Et en premier plan, la matière est plus importante. Elle donne du relief, comme ici, là, où c'est très, très embrasé. Mais la structure même du tableau, par son architecture vacillante, elle fait des propositions, finalement, de lecture d'une succession de tableaux dans le tableau. Il y a comme ici une vision, puis une autre ici, puis encore une troisième, etc. Ça construit à travers des fenêtres. La structure même de cet habitat est bleutée parce que on a ce ton parfois de bois cendré, en fait, qui... Alors je l'ai accentué parce que c'est toujours ce bleu de céruléum qui prédomine dans la série Odyssée, mais je l'ai poussé un peu à l'extrême. Ça m'a amené aussi à construire le tableau avec une prédominante de structure qui solidifie l'espace, finalement. Toute la chromie du ciel, en fait, s'apparente à un ton chaud, mais enfumé, une fumée brune. C'est vrai que la peinture de William Turner a beaucoup
contribué à développer mon imaginaire dans ces tableaux d'incendie. Mais là, il y a quelque chose de plus toxique. Parce qu'il faut penser aussi que dans cet embrasement, il y a toute cette pollution qui animait le lieu, en fait, et ça nourrit la couleur même de la fumée, ça nourrit aussi la couleur des flammes. Ce qui m'a touché dans l'approche de Fred Kleinberg, c'est que quelque part, il est dans une tradition classique, dans une tradition romantique, dans une tradition baroque. Et là, il se place finalement dans le respect des traditions. On pourrait penser à la hiérarchie des genres au XVIIe siècle, qui mettait en avant la peinture d'histoire, la peinture mythologique, le portrait, le paysage. Et tout ça, c'est des sujets dont traite Fred Kleinberg. Son œuvre, elle a quelque chose de classique dans le sens où il peint à l'huile, donc il est dans la tradition de la peinture à l'huile, et en même temps, il a un côté baroque dans le rapport au sentiment, à l'exaltation, au mouvement. On pense chez lui à la raison d'un côté et en même temps à la folie de l'autre. On peut voir chez lui quelque chose de classique qui se rapprocherait d'un côté apollinien et en même temps un côté folie qui aurait un côté dionysiaque. Pour citer un artiste assez proche de Fred Kleinberg comme Gérard Garouste, Kleinberg a un côté indien, un côté sauvage, plus qu'un côté classique, un côté solaire. Il est plus du côté de la forêt, plus du côté de Pan, que du côté d'Apollon et de la raison. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce mélange des deux, classique et baroque, qui en font un des grands artistes expressionnistes de sa génération. Kleinberg est un peintre cultivé qui aime se plonger dans l'histoire de l'art. Dans un tableau comme Le Champ d'Amar, il fait référence à Gustave Doré. Dans un tableau comme Sous le ciel de Calais, il fait référence à Rodin. On pense aussi, par exemple, à Courbet, on pense à Géricault, à Delacroix, à tous ces grands artistes du XIXe siècle qui étaient extrêmement engagés. Donc il est dans cette tradition d'une peinture engagée, très proche en fait des grands réalistes, des grands romantiques du XIXe siècle. Son œuvre, elle a quelque chose qui se rapprocherait en fait de l'opéra, du théâtre. Chez lui, tout est colossal, tout est extraordinaire. Il y a aussi un traitement tout à fait novateur de la peinture dans les empattements qu'il va mettre en avant, dans la violence qu'il va mettre en avant. Et surtout, quelque chose de très fort, c'est qu'il y a une sorte de continuité entre le traitement de la peinture et le traitement du sujet. On parle de sujets difficiles. Donc la peinture se fait difficile, elle se fait violente, elle prend chair, elle prend corps. D'une certaine manière, Kleinberg laisse sa peau sur la toile, et c'est la preuve des grands artistes. Sa peau, on la voit avec toute cette matière présente, tous ces empattements, tous ces grattages, tous ces balayages, et donc on parle d'un sujet difficile et avec un traitement difficile. Sous ce métro aérien, j'ai rencontré une nouvelle condition humaine. Celle de ceux qui sont contraints de partir sans être sûrs d'arriver vivants. Partir parce qu'il n'y a rien de pire que le présent, là où sa condition l'a fait naître. Les migrants, ils ne vivent pas, ils ne font que s'adapter. C'est un mode de vie difficile et dangereux. C'est pourtant l'histoire de centaines de milliers d'êtres humains plongés dans une situation anormale. Je crois qu'il y a dans les récits des parcours migratoires une dimension mythologique, initiatique. Nous sommes face à un phénomène homérique. Comme Ulysse dans son Odyssée, ils affrontent des situations qui les poussent à se dépasser en permanence. Ce sont des gens ordinaires qui sont placés dans des situations qui ne le sont pas et qui vont développer une vitalité hors du commun, héroïque, pour les affronter.
Pour peindre ce diptyque, 2 compositeurs se sont confrontés. Il y a sur la partie gauche du tableau, autour d'Ulysse, un mouvement circulaire fait de courbes, de mouvements ronds autour du dragon, mais aussi autour du phénomène marin, mais en opposition et en dialogue. C'est une structure plutôt orthonormée, qui est celle de l'industrialisation de la ville. Moi, j'ai une passion pour peindre les phénomènes marins. J'ai une passion parce que c'est un geste très libre, qui impose des règles très instinctives, en fait. Les blancs, l'écume des blancs, ce sont des gestes posés comme ça, très rapides. C'est dans le non-fini qu'on sent le phénomène de transformation d'une vague qui va peut-être s'arrêter ou reprendre. La question de la chromie était au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'il y a ce brin qui m'obsède finalement, ce ton de rouille là qu'on retrouve et qui devient une couleur dominante. La complémentarité de ce ton brun, c'est le vert de phthalocyanine. Dès qu'il est éclairci un peu avec du blanc, devient presque turquoise. Mais avec un peu de noir, il tire dans des tons presque grisés. C'est une couleur très fragile et passionnante à utiliser. Sur la partie droite, l'architecture est évidemment très industrielle, structurée, des espaces qui sont appuyés sur des lignes droites, dans lesquels évoluent des personnages qui sont à peine signifiés. Parfois, c'est simplement... Il y a peu de regard, en fait, c'est des silhouettes. Parfois, j'ai besoin même d'un geste très instinctif pour préciser un profil dans une tache comme ça, une masse de couleurs posées. Puis il y a les petites foules qui sont là en arrière-plan, faites de brun, de noir, de bleuté, qui se perdent dans un espace un peu grisé, mais j'ai une passion pour les gris colorés que je retrouve ici. Parfois ils sont bleutés, parfois ils sont quelque peu verts, parfois il y a du brun dedans. Puis il y a cette rythmique là, fait des barrières de circulation, qu'on retrouve d'ailleurs en transparence derrière, là, dans les petits personnages qui sont là, dans cette foule floutée. Et les structures des tentes, en fait, construisent aussi l'espace, et c'est un ensemble de triangles, c'est les pyramides. Voilà, donc tout ce dialogue entre rondeurs, entre rectilignes, s'appuie sur une chromie qui rebondit, parce que finalement, les brins que j'utilise sont aussi très présents dans les harmonies des personnages. Les lignes des tentes, l'architecture évidemment du métro. La peinture, en fait, c'est un art du silence. La peinture, elle existe avant la formation du langage ou peut-être à la chute des mots. En fait, la peinture, elle nous permet de voir et de percevoir un monde qui se nourrit de légendes, d'histoires, de mythes. Et toute cette culture mythologique auquel je fais appel pour essayer de relier le réel à nos archétypes, à notre histoire commune, nous permet peut-être de percevoir ce monde différemment. Ulysse, c'est certainement le plus célèbre des migrants de notre culture occidentale. Et sous le métro aérien, c'est toute la Méditerranée qui est installée là. Il faut savoir que Lampedusa, tristement célèbre aujourd'hui, est le lieu mythique du poème d'Homère. Ulysse se débat dans les éléments de la même manière que cette population à Paris
sous le métro aérien se confrontent aussi avec une réalité et les éléments qui les bousculent. Et encore une fois, la mythologie nous ouvre sur une compréhension multiple de cette situation, parce que c'est nous aussi qui sommes sous ce métro aérien. Ce grand diptyque Lesbos est tout à fait caractéristique de la démarche de Fred Kleinberg. D'un côté, le mythe, traité en bichromie, avec des variations de bleu. De l'autre côté, la réalité, avec un jeu de couleurs extrêmement violent, marqué par l'orange. Si on s'arrête sur cette première œuvre, c'est un hommage à Léon Commère, au fameux tableau du déluge, conservé au musée de Nantes. On voit ici une construction pyramidale, avec ce grand triangle où sont collés tous les personnages. Ils sont les uns à côté des autres, l'air ne circule pas, et on pense quasiment à une sculpture, on pense à un bas-relief gréco-romain. Ce qui est important aussi, c'est justement ce travail en bichromie qui permet toutes ces variations de bleu et qui nous renvoie quasiment au Groenland. On est face au déluge, mais on pense aussi à la réalité du changement climatique. Tout d'un coup, ce cataclysme semble se passer, si vous voulez, au milieu des icebergs. Et surtout, il y a une sorte de grande mélancolie qui se détache de cette première œuvre. Ce bleu qui est présent dans l'œuvre, il baigne toute la série Odyssée. Mais ce n'est pas simplement le bleu de la mer, c'est aussi le bleu de la mort. Et on pense ici non pas au bleu d'Yves Klein spirituel, au bleu de Miro qui nous conduit au rêve, on est plus dans un bleu écran, dans un bleu traumatisant, dans un bleu qu'on pourrait rapprocher de celui de Jacques Monory, par exemple. Dans le traitement du temps, dans l'œuvre de Kleinberg, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, qui est justement cette confrontation entre le temps du mythe et le temps de la réalité. Encore aujourd'hui, des milliers de réfugiés à Lampedusa, encore aujourd'hui, une crise climatique, une crise des migrants. Et donc, c'est vrai que chez Kleinberg, il y a une sorte de confrontation du temps, le temps du mythe, le temps de l'imaginaire, et en même temps, ce temps de la réalité. Et c'est justement cette confrontation qui donne une sorte d'œuvre exceptionnelle. On pourrait penser à une approche quasiment dialectique dans son œuvre, avec une thèse qui pourrait être la réalité, une antithèse qui serait le mythe, et une synthèse qui serait faite par le spectateur. Ce rapport au temps aussi, on pourrait penser à Marx, qui parle de la répétition de l'histoire, et cette histoire qui se répète chez Marx, il l'a dit d'abord comme un drame, et ensuite comme une farce. Et chez Kleinberg, cette farce, elle est véritablement tragique. Mais c'est aussi cette répétition de l'histoire qui permet justement de confronter le mythe et cette réalité. Tout d'un coup, le mythe prend une dimension tout à fait universelle, et la réalité, justement, se nourrit de cette universalité. Ce qui fait face à l'œuvre, c'est donc à ce grand triangle, à cette grande pyramide. Ici, c'est une grande forme circulaire. Mais justement, il y a un jeu dans la couleur qui est l'utilisation de l'orange, qui est la complémentaire du bleu. Ceci, ça apporte encore plus d'éclat au diptyque. Alors, cette grande forme circulaire, c'est une sorte de conglomérat, d'amas, de gilets de sauvetage, collés les uns aux autres. On voit aussi des chaînes, on voit aussi des pneus, on voit des rondins, tout ce qui pourrait permettre à l'homme de flotter. Et donc, on est là, non plus dans un univers glacé, mais plus dans un univers solaire, dans une grande plage en Grèce, sur cette fameuse île de Lesbos. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est aussi cette utilisation du gilet de sauvetage, qui prend tout d'un coup une force symbolique extrêmement, extrêmement forte. Ce qui devrait nous sauver, finalement, donne l'impression de nous tuer. Et on voit tous ces trous comme ça qui apparaissent. Là, on devrait poser une jambe. Là, on devrait faire passer un bras. Mais tout ça, ça donne l'impression de trouer le tableau.
ce grand conglomérat de gilets de sauvetage fait véritablement penser à un poème de Victor Hugo dans Les Orientalistes, quand il dit « Ce sont des sacs pesants d'où sortent des sanglots. On verrait en songeant à la mer qui les promène se mouvoir dans leurs flancs comme une forme humaine. » Depuis plusieurs années, c'est des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts en mer Méditerranée. Sachant qu'aujourd'hui, les chiffres sont probablement sous-estimés parce qu'ils ne se font que sur le comptage des corps retrouvés. Ces morts, ce qu'ils nous disent, c'est encore une fois la prise de risque jusqu'au boutiste des personnes qui vivent dans une situation ultime. C'est aussi l'expression des effets collatéraux de politiques restrictives européennes qui ont décidé de limiter les voies légales, de ne pas considérer que cette migration était une réalité, quelque chose du monde réel, que les gens allaient migrer dans tous les cas pour fuir des horreurs. Et donc, ces morts envoient aussi à la manière dont l'Europe se referme sur elle-même et génère des voies migratoires dont la dangerosité est de plus en plus importante. Aujourd'hui, l'Europe assume d'avoir une politique de gestion externalisée de l'asile, c'est-à-dire de considérer qu'il faut prolonger les frontières administratives de l'Europe dans les pays de transit, Algérie, Maroc, Niger, Tunisie, Égypte, remonter jusqu'au Liban et la Turquie, assume donc il y a une extension administrative de l'Europe dans ces territoires-là, en leur demandant de gérer, et peu importe la manière dont ils gèrent cette question migratoire. Et on a vu les Européens, et les Italiens notamment, assumer de négocier avec des mafieux libyens qui n'ont pas peur de faire de la traite d'êtres humains et d'être en rupture avec les droits fondamentaux. On a vu des autorités tunisiennes qui, après la visite de l'Europe en juin 2023, expulser dans des conditions d'une horreur absolue des femmes, des enfants dans son désert, au point qu'on a retrouvé plusieurs corps déshydratés et décédés. Donc l'Europe assume, dans cette crise de valeurs objectivées, d'utiliser tous les moyens pour contenir à distance ce qu'elle pense être une menace existentielle pour elle. Contrairement à la plupart des diptyques de la série Odyssée, comme Sous le ciel de Calais ou bien Le Chant d'Amar, que j'ai imaginé dans un mode complexe, en fait hétérogène. C'est souvent deux mondes qui cohabitent sur un langage graphique qui n'est pas évident et pas simple à percevoir. Pour Europa, et c'est la singularité de ce tableau, c'est que j'ai choisi un bleu qui réunit les deux protagonistes dans le même espace-temps. Finalement, l'un et l'autre participent de la même action, sous le même soleil, en quelque sorte. Dans ce tableau, les regards sont essentiels. L'un, Poséidon aveugle, l'autre, ce jeune réfugié qui, derrière son grillage, a un regard tourné vers l'avenir. C'est un mode de peinture basé sur une pensée métaphorique, en quelque sorte. J'ai voulu exprimer le risque inconsidéré, le risque mortel de toute une jeunesse qui traverse la Méditerranée, sous le regard aveugle d'un des symboles les plus importants de notre culture occidentale, celui de Poséidon. Ils sont tous les deux réunis dans cette histoire commune. Le 26 mars 2016,
Le hasard du calendrier me conduit dans la jungle de Calais. Je suis là sur place et j'apprends les attentats qui ont eu lieu à Bruxelles. Spontanément, une cérémonie s'organise. Un grand drapeau belge est confectionné au sol à partir de tissus, sacs de couchage, couvertures. Et les habitants de la jungle rendent hommage aux victimes de cet attentat. Je suis extrêmement bouleversé par l'intelligence de la situation, de voir tous ces gens qui vivent dans des conditions déplorables montrer leur humanité, ce recueillement. In our religion, they are said, if you kill someone, that is mean you are kill all the people together. And Islamic, it is not support at all a violence or tourist attack, and they don't have any kind of relation in the Islamic religion. And also as a Islamic community, we are real sorry for them. We are a religion of the peace. And our God, his name, peace. That is mean we are community for the peace just. God, Mirs, who lost his family over there. And God support them. And I hope God let him in peace in all time, like what he wanted. Thank you so much. De voir cette humanité se mettre en œuvre, ça m'a tout de suite évoqué le tableau de Gustave Courbet, L'enterrement d'Ornans. Une cérémonie de deuil, une communion, la présence de la mort. Dans un contexte aussi dramatique, j'ai voulu exprimer à travers une tradition de peinture d'histoire ce que pouvait représenter et ce qu'a représenté pour moi le 26 mars 2016. Dans l'expérience de l'atelier, en fait, pour construire ce tableau, j'ai commencé par imaginer un arc de cercle sur lequel s'appuie toute cette communauté de 21 personnages qui assistent à cette commémoration. J'ai cherché à rassembler en fait tout un groupe de réfugiés, mais aussi de bénévoles, il y a toutes les nationalités. Ils sont peints parfois d'une manière très figurative, où les détails des regards, la bouche, le nez sont précisés. Mais parfois pour une économie de moyens aussi, et pour signifier davantage la présence de la mort et de ce qui est en train de se passer, d'un geste, il y a des visages qui me sont apparus, qui évoquent presque un crâne. Et de la même façon que je me suis questionné à travers le tableau du démantèlement, sur la matière de la lumière, du feu, de cette fumée, je me suis beaucoup interrogé sur comment peindre la boue. Qu'est-ce que c'est que la lumière de la boue, finalement ? Comment parler de ce cadre de vie si brutal ? Alors la boue, c'est pas forcément du noir, du blanc, du brun, c'est aussi tous ces accidents, ces traces de vie, ces fragments de dents, de choses abandonnées. Et ça nourrit ces amalgames, en fait, ces compositions de gestes abstraits, finalement, de cette terre, de boue,
qui rappelle aussi le goût que j'ai pour la peinture d'Eugène Leroy. C'est la géologie de l'expérience, finalement. Chaque strate évoque une couche de vie. Le passage d'être humain, le passage d'abandon, la destruction, la reconstruction, la terre. Dans cette odyssée, j'ai croisé des milliers de regards, entendu tant de langages pour dire les mêmes désirs de vivre. Je me souviendrai d'Amar, le chanteur de Mossoul dont j'ai fait le portrait, de son talent de musicien que j'ai enregistré lors de notre rencontre. En octobre 2016, j'apprends qu'Amar a mis fin à ses jours. L'irrémédiable a eu lieu. Il a rejoint la trop longue liste des déchirés de l'exil. Il me laisse seul avec sa voix, dépositaire de son chant de vie, d'amour et de violence, qui aujourd'hui accompagne mon tableau. This one again. Okay. J'aime la vie, mais pas comme ça. J'aime la vie, mais pas comme ça. La vie est mauvaise à part toi. La vie est mauvaise à part toi. Mais avec toi la vie est extra. Ma belle, je suis là pour toi. Ma belle, ma vie comme la nuit et comme la pluie. Mais je ne change pas. Mais je ne change pas. Puisque je suis comme ça, je vous dis quelque chose. Je t'aime. Merci, c'est très beau. Thank you very much. Give me your name again. My name is Ammar. Ammar, A-M-M-I-R. From Iraq. Yeah, I'm from Iraq. And what city? I'm from Mosul. Mosul. Thank you. You're welcome in Europe. Thank you very much.